Bienvenue à cette quatrième partie présentée par Comet sur les traditions et les sciences, où on a le plaisir de pouvoir parler avec le docteur Pierre-Luc Lermite. Dans cette partie, on va adresser la place de la pseudoscience et des croyances. Dans la différence, tu vois, contemporaine dans la philosophie des sciences entre science et pseudoscience, il y a par exemple un critère en pseudoscience qui fait que la prise de décision de certaines propositions théoriques sont faites par des non-professionnels de la recherche. Et en ostéopathie, Oui, c'est assez courant. C'est-à-dire, on est quand même peu, on est tellement peu oui, qu'on s'identifie et qu'on se connaît pratiquement tous. oui, Donc, quand une proposition est faite, on sait que quand on est chercheur, on a quand même une responsabilité presque déontologique de justifier ce qu'on raconte, de dire quand c'est une hypothèse, c'est une hypothèse, de dire bah, quand il y a une collection d'éléments, ça, je fais pas du cherry picking, j'essaie toujours de confronter pour essayer d'évaluer le niveau de rationalité de ce que je raconte. On le présente comme quelque chose qui est de la science, donc qu'une personne qui n'est pas professionnelle de la recherche qui présente quelque chose qui se veut être de la science, mais qui ne respecte pas les règles de la science, ben ça, en fait, avec les valeurs qui viennent se substituer aux preuves, avec euh, l'identification d'erreurs qui sont ramenées à la théorie par des espèces de petits raccourcis rapides, qui ne veut pas s'auto-améliorer dans le temps, donc la définition du dogme, en fait, on sait que dans les garde-fous qu'on a, à un moment donné, il faut quand même confronter un tout petit peu les éléments à des explications, parce qu'on les doit à minima aux patients, et on peut pas leur raconter non plus des choses qui sont complètement dénuées de fondement. comment toi tu définirais les garde-fous par rapport à la pseudoscience, pas nécessairement vu de l'interne, mais vu de l'externe? Si on parle justement de cette crédibilité, de cette institutionnalisation, on doit pouvoir parler de ce qu'on fait à l'extérieur. Et du coup, au moment où on présente notre manière du corpus de savoir, que les gens, au bout de 3 pages, disent, mais c'est vraiment n'importe quoi, puis qui poussent en fait tout le tas. Ouais, bien sûr. Comment, tu as parlé un petit peu de cette formation et autres, mais tu peux donner plus en détail de comment toi tu parles des, des précautions à prendre pour écrire de manière crédible. Bah, le premier exercice qu'on fait, notamment avec ce truc de formateur, c'est qu'on essaie de mettre les bonnes étiquettes épistémiques au savoir. Qu'est-ce qui relève de la croyance? Qu'est-ce qui relève de la connaissance? Qu'est-ce qui relève d'une hypothèse? Qu'est-ce que c'est qu'une théorie? Alors, on va Ouais, pas faire mal aux mouches très longtemps, mais et on fait donc je donne les bases théoriques, voilà. On parle un tout petit peu de Popper, de Kuhn, enfin d'avoir des grands trucs un peu généraux. Et ensuite, on fait des exercices. On dit, bon, bah alors ça, si on prend cette idée, c'est quoi? Et y a-t-il une théorie, par exemple, de l'ostéopathie crânienne? On voit qu'en fait, il n'y a pas vraiment de théorie. Il y a plus une idée, il y a plus une espèce d'enchaînement d'éléments. Et on dit, ah, bon, en fait, voilà, c'est juste pas une théorie. oui. Voilà. Bon, une fois qu'on le sait, voilà, c'est pas un gros mot, c'est juste une identification. Une fois qu'identifié, bah, la phase 2 après, c'est l'éthique de l'enseignement. Donc là, on est plus dans, y a-t-il des espèces de red flags dans l'éthique? Bah, par exemple, est-ce qu'on Oui, est autorisé à enseigner une croyance en sachant que c'est une croyance? oui, Est-ce qu'on peut le faire? Bah, c'est pas forcément interdit, ça a des avantages. On sait que poser les mains sur la tête de quelqu'un qui a très mal à la tête, ça a plus d'avantages que de ne pas s'y toucher en disant de toute façon les os du crâne ça bouge pas. Si elle pense que l'os du crâne est déplacé, bah, peut-être qu'on aura un devoir pédagogique et donc à certains égards, on doit pouvoir le faire, mais avec des garde-fous. Voilà. Euh, je reviens sur le consentement parce que c'est mon dernier article. Bah, pour que la personne puisse consentir, il faut qu'elle soit consciente de ce à quoi elle consent. Donc oui. ça veut dire qu'il faut lui expliquer avant. Donc si on lui explique qu'on remet des trucs en place qui sont déplacés, là on est contrefactuel, donc c'est gênant. Sauf si la personne est très habitée par ses croyances et que la déconstruction prendra du temps et que si on s'oppose trop, ben, elle risque de se fermer, ça va complètement bousiller l'alliance thérapeutique si on le fait de manière trop frontale. Donc l'idée de l'éthique de l'enseignement après, c'est de se dire, ben, on a bien déjà identifié les étiquettes, on sait ce qui relève de quoi dans les savoirs, on sait ce qu'on est autorisé à transmettre, et si c'est une connaissance, bon bah c'est facile à transmettre puisqu'on peut expliquer pourquoi c'est une connaissance. Une croyance, on peut aussi expliquer pourquoi une croyance est une croyance. Oui. Donc ça c'est important. Et par contre, est-ce que les croyances, on peut toujours faire ce qu'on veut, ou est-ce qu'on a quand même, c'est là où on trouve la notion de garde-fou tout autour,